Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance des contrepoints de la santé. Nous sommes heureux de vous y retrouver avec Nicolas Revel. Vous êtes le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On vous a connu dans d'autres fonctions, on va y revenir. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Le titre de notre émission enregistrée ce matin est le nouveau deal de la PHP. Vous êtes le directeur général de la PHP depuis le 4 juillet dernier. Vous avez été le directeur général de l'assurance maladie, où vous avez, dit-on, ce n'est pas rien, pacifié la situation. Vous avez été le directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex. Il paraît que ce devait être dur dans la période Covid. Vous avez été le secrétaire général adjoint de l'Élysée en duo avec Emmanuel Macron. Ça ne devait pas être rien non plus. Et puis vous avez été le directeur de cabinet de Bertrand Delanoë, je le dis, le maire de Paris. C'était peut-être une période heureuse, vous nous direz. Votre parole est rare. C'est la première fois que vous vous exprimez en public depuis votre nomination à la tête de l'hôpital parisien. Les choses importantes se passent évidemment toujours au contrepoint de la santé, hein, n'est-ce pas Philippe ? Absolument. La situation, il faut le dire, est sérieuse. Comme toujours, quand la capitale doute. Il y a de quoi 38 hôpitaux, 100 000 salariés. Vous êtes la PHP, le premier employeur de la région capitale. La période est critique avec cette épidémie de bronchiolite, on en reparlera, et après bientôt 3 années de Covid. L'hôpital, en général, va mal et probablement l'assistance publique des hôpitaux de Paris en particulier. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. Philippe, première question. Bonjour Nicolas Revel, merci d'avoir accepté Merci pour l'invitation. Notre invitation. Vous avez présenté aux collaborateurs de la PHP le 14 septembre dernier 30 pistes d'action. 2 mois après, vous allez nous dire où vous en êtes. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'attractivité des métiers, les ressources humaines, car en effet, pour la PHP, c'est vraiment le point capital. 18% des lits sont fermés en MCO, médecine, chirurgie obstétrique, c'est énorme. 2 fois plus qu'avant l'épidémie Covid, par manque de personnel le plus souvent. Les infirmiers sont au point le plus bas depuis 5 ans, 1830 ETP, équivalent temps plein, de moins qu'en juin 2018. C'est pire pour les blocs opératoires. 15 à 20% sont fermés, avec des pics à 40-50% dans certains établissements. Quelles sont donc vos pistes, les pistes que vous avez retenues pour recréer les conditions de l'attractivité et la capacité à fidéliser? Vous avez lancé une mission flash, au-delà des rémunérations, dont nous reparlerons. Mais comment, s'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de soins? Quel constat et comment vous engagez la réforme? Le constat, Philippe, vous l'avez déjà un peu dressé par ces quelques chiffres que je pense que vous avez glanés d'ailleurs dans ce document que j'ai partagé avec les collaborateurs de la PHP. Ce n'est pas un document que j'ai rendu directement public, mais il a largement circulé et que j'ai donc diffusé à peu près 2 mois après ma prise de fonction. En arrivant à la PHP, je sais, parce que tout le monde le sait, que la PHP, comme l'hôpital public en France et dans les autres pays autour de nous, parce que on va y revenir, il y a des facteurs qui sont forcément propres à notre système de santé, mais on sait tous qu'il se passe quelque chose depuis le Covid dans l'ensemble des systèmes de santé en Europe et de par le monde. Bon. Mais en arrivant début juillet, je sais des choses, mais je commence par aller au contact, évidemment, des équipes dans tous les établissements. Il y a 38 établissements, en fait 39 si on compte la HAD, et il m'en manque encore 2 ou 3, puisque j'en ai un à Hendaye, un près de Toulon. À Berck. À Berck, j'y suis allé, dans le Pas-de-Calais. Bon. Et ce qui, évidemment, au-delà des chiffres que vous avez mentionnés, et que je rappelle, en effet, on est aujourd'hui à peu près à moins 10% d'infirmières par rapport à 2019, un peu plus par rapport à 2018. Et nous sommes sur un niveau, c'est logique, de fermeture de nos lits qui était de 18% en septembre. C'est le chiffre que vous avez rappelé. Il s'est un petit peu réduit, ce taux de fermeture en octobre, on est à 16%, mais c'est 2 fois plus. C'est 2 fois plus qu'il y a en 2019, donc il y a 3 ans. Donc nous sommes dans un fonctionnement qui, du coup, n'est pas nominal, et on y reviendra peut-être, parfois des retards de prise en charge, des déprogrammations. La situation est pesante, préoccupante. Nominal, ça veut dire quoi? Pouvoir soigner, je dirais,
lorsque vous avez un taux de fermeture qui se situe vers 6, 7, 8%, ce qui était le cas de la PHP et de beaucoup des hôpitaux, on peut considérer qu'il n'y a pas de difficulté dans l'accès aux soins. Aujourd'hui, vous parliez du fonctionnement des blocs chirurgicaux. Aujourd'hui, vous avez des délais d'attente pour des opérations non urgentes qui ne sont pas habituelles à la paix. Mais le constat est quand même impressionnant. Donc ça, c'est le constat. Alors, comment vous engagez en effet, les choses? Ce qui est frappant quand on discute et qu'on échange avec les équipes, c'est à la fois ce sentiment très partagé de préoccupation et même de doute qu'on rencontre et qu'on palpe quand on discute avec les équipes, mais aussi une assez forte lucidité, au-delà de l'envie de s'en sortir, sur le fait que nous sommes face à un phénomène qui est très multifactoriel. Il n'y a pas de baguette magique, qu'il y a des leviers d'action qui sont à notre disposition et sur lesquels nous devons pouvoir agir plus efficacement. Et ces 30 pistes que j'ai pendant l'été formalisées dans ce document qui fait une vingtaine de pages essaient de répondre très concrètement à ce premier enjeu, en effet, de l'attractivité et plus encore de l'attractivité que de la fidélisation. Parce qu'il y a un chiffre qui aujourd'hui caractérise notre situation, c'est qu'en 2022, on recrute, on a surtout un sujet d'infirmières. Hein. On n'a pas à la PHP, contrairement à des hôpitaux ailleurs en France, un problème d'attractivité pour les médecins. On a un vrai sujet de recrutement des infirmières. Et en 2022, puisque c'est à l'été que nous recrutons l'essentiel de nos infirmières, nous recrutons plus d'infirmières que nous n'avions fait les années précédentes. Mais il y en a 1000 qui ont quitté la PHP. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y en a encore plus qui ont quitté la PHP. On a à peu près recruté 2200 infirmières en 2022 et on a à peu près 2600 départs en 2022. Donc c'est un phénomène qui est de comment nous donnons envie aux professionnels qui rejoignent la PHP de rester à la PHP. Un autre chiffre, pardon de vous bombarder de chiffres, mais c'est intéressant. Sur les infirmières que nous recrutons une année donnée, combien parmi elles sont encore présentes à la PHP 3 années plus tard? Aujourd'hui, il en reste à peu près 62% qui sont encore parmi nous 3 ans plus tard. Et ce chiffre, malheureusement, s'érode d'une année à l'autre. Comparativement, excusez-moi, je vous ai coupé. Comparativement à d'autres hôpitaux, c'est à peu près la même chose ou c'est pire? C'est vraiment pire? Très honnêtement, moi, je n'ai pas de données sur ce chiffre précis qui permettrait de nous situer. Je pense qu'il y a un phénomène qui est assez largement répandu, mais incontestablement, c'est ma perception, il y a certainement un sujet plus particulier sur les hôpitaux franciliens. Je ne pense pas d'ailleurs que la PHP soit plus mal loti que d'autres centres hospitaliers autour de nous, mais il y a incontestablement un sujet de pouvoir d'achat, de difficulté à vivre en région parisienne, le transport, qui fait que du coup, quand on interroge les personnes qui partent, en fait, très souvent, ça peut être un départ en province, et donc les choses s'expliquent bien, et ça peut être aussi un départ pour changer d'hôpital, certes, et aussi rejoindre une forme d'exercice par intérim, parce que ce qui répond aujourd'hui à une aspiration forte des jeunes générations, c'est finalement le libre choix des horaires, c'est l'allègement des contraintes professionnelles sur ce qu'est un travail en équipe dans un cycle qui fait que voilà, on est plus encadré, c'est plus difficile. Nicolas Revel, vous connaissez bien les profils des gens qui restent et celles ou ceux qui partent? Oui, on le connaît. C'est plutôt quoi, des jeunes qui repartent rapidement? Oui, c'est forcément des jeunes. On a, comme je l'ai dit, quand vous avez à peu près 38% des personnes qui arrivent une année qui sont reparties au bout de 3 ans, c'est qu'on voit bien qu'il y a une difficulté à trouver sa place qui s'explique à la fois par ce que je vous indique, qui était accéléré par la crise Covid, mais on voit bien aussi que les conditions aujourd'hui dans lesquelles les infirmières arrivent et prennent leurs fonctions au sein des services hospitaliers, c'est un peu plus difficile qu'il y a, je pense, une dizaine ou une quinzaine d'années. On y reviendra peut-être, on a des conditions de formation des jeunes infirmières qui ont évolué. Le consensus général, c'est que les infirmières qui sortent des IFSI sont, je dirais, un peu moins préparées qu'elles ne l'étaient il y a 10-15 ans. Il y a un sujet autour de la formation des infirmières dans nos IFSI. Ce qu'on pourrait, entre guillemets, un tout petit peu corriger, parce que tout simplement, en accueillant une jeune infirmière dans une équipe, on a évidemment la possibilité, en théorie, de pouvoir l'encadrer, la tutorer, l'accompagner. C'est évidemment plus difficile quand les mêmes équipes de soins dans les services sont elles-mêmes un peu sous pression et ont moins de temps disponible pour pouvoir accompagner. Donc,
la jeune infirmière, le jeune infirmier qui rejoint un service à la PHP, un service qui est sous tension, il est mis dans des conditions qui peuvent à un moment donné l'amener à trouver ça difficile, un peu insécure, et quand par ailleurs il y a un sujet de logement, quand par ailleurs... de salaire. Oui, enfin quand on écoute, c'est ça qui est intéressant, hein, quand on écoute les uns les autres, ce n'est pas le salaire aujourd'hui qui revient en premier. Ce qui revient fondamentalement, ce sont les conditions à la fois de travail, la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Il y a une vraie, à la fois, demande de cycle horaire qui fasse qu'on ne vienne pas travailler tous les jours. Concrètement, sur les infirmières, justement, sur les conditions de travail, sur quoi vous travaillez précisément? Il y a les horaires, il y a les plannings. Je pense qu'il faut le prendre. Qu'est-ce qui est important pour vous? Je pense qu'il faut prendre les choses, et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre le sujet par tous les leviers permettant d'avoir de l'impact. D'accord. Il n'y a pas un levier qui va à lui seul réussir. Donc je peux en lister un certain nombre. C'est d'abord, ils ont travaillé sur notre offre de logement. Il y a un sujet, en effet, de pouvoir d'achat pour les jeunes professionnels en Ile-de-France. Il y a eu des revalorisations salariales avec le Ségur. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura de nouvelles de manière imminente. Bon, en revanche, nous avons un levier qui est d'essayer de développer notre offre de logement. Oui, alors que pendant des années, on a plutôt réduit. On a les chiffres, hein, moins 20 ou 30% de moins de... Enfin, j'ai les chiffres, on va y revenir. Non, mais pendant des années, vous avez vendu, la PHP a assez l'argent, qui avait un patrimoine considérable, a une politique de cession pour pouvoir récupérer des financements. Oui, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision que je prends. Je pense que Martin Hirsch, avant moi, avait commencé à réorienter. Moi, je veux non seulement cesser de vendre du patrimoine où il y a du logement, je veux même au contraire essayer d'en construire davantage, puisque nous avons des emprises qui aujourd'hui pourraient se prêter à des constructions pour pouvoir accueillir des logements supplémentaires. Ça, c'est le logement. C'est pour moi un axe. Vous n'avez pas le très sentiment, important. Ça je ne m'adresse pas uniquement au directeur de la PHP, vous n'avez pas le sentiment que parfois c'est des politiques de yo-yo et les gens sont agacés, on a vendu et puis maintenant on revient. Peut-être. Mais pendant très longtemps, on n'avait pas de crise des vocations et de difficulté à recruter des paramédicaux. Bon, aujourd'hui, c'est le cas. Et la question des paramédicaux, c'est mobilité, planning, horaire. D'accord, on va y venir. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans une crise qui est provisoire, conjoncturelle, ou est-ce qu'on va avoir un problème un peu plus durable de recrutement des infirmières? Moi, je fais plutôt le pari de la deuxième hypothèse. Donc, je pense qu'il est temps de réinvestir sur la question du logement. Après, il y a effectivement les plannings. Bon, nos collaborateurs veulent travailler, pas tous les jours, mais si possible, 3-4 jours par semaine. Donc, ça veut dire adapter nos maquettes horaires. C'est possible, ça, rapidement? C'est possible, il faut le faire. Ce n'est pas complètement toujours simple. Il faut par ailleurs que tout le monde soit d'accord avec la nouvelle maquette horaire. Il y a parfois des différences entre les équipes de jour et les équipes de nuit. C'est beaucoup de dialogue. Il faut tester des maquettes horaires différentes. Je ne vais pas développer, mais c'est un vrai sujet. Bon. Deuxième élément, il faut pouvoir proposer davantage que nous le faisons à nos professionnels des développements professionnels, un parcours de carrière, un enrichissement des fonctions. Aujourd'hui, une infirmière, elle va être infirmière toute sa vie et la seule perspective, c'est de devenir cadre. Je pense que dans le métier du soin, il faut pouvoir à un moment donné être infirmière et ensuite, au-delà d'être IPA, le terme que vous connaissez, infirmière de pratique avancée, avoir des possibilités de devenir infirmière de coordination et d'avoir des enrichissements de fonctions qui permettent de renouveler l'intérêt professionnel et de créer une perspective en restant à la PHP. Et puis, ce qui revient de manière extrêmement importante, c'est l'attachement à un fonctionnement collectif qui embarque toute l'équipe dans un service. Collectif versus technocratie. Non, pas technocratie, c'est simplement qu'il y ait vraiment que le service, avec des médecins, avec des infirmières, avec des paramédicaux, fasse équipe. Mais alors, on revient au service. Est-ce qu'entre le service, le département, là aussi, on a l'impression qu'il y a eu du yo-yo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réaffirmez l'importance du service, du chef de service comme manager? Est-ce que c'est un élément important? Oui, la réponse est oui. Et ce sera un élément très important. Je crois, moi, fondamentalement, que dans nos organisations, on a besoin d'avoir au-dessus des services un certain nombre de strates organisationnelles. Mais la cellule vivante d'un hôpital, c'est le service. Parce que c'est là qu'on a l'équipe de soins. C'est là que se développe l'expertise et les projets. C'est là que la solidarité dans l'épreuve fonctionne. Et ça marche pas très bien dans certains services. C'est là que, lorsque ça se passe bien, à un moment donné, il y a du plaisir à être là. Et on voit bien des services où il y a un collectif qui fonctionne bien, une dynamique de projet, une solidarité, des équipes qui sont globalement stables. Et inversement, quand ça se passe moins bien, des choses plus difficiles. Et aujourd'hui, là où nous avons une difficulté
globalement de donner envie de venir travailler, de rester dans nos hôpitaux et à la PHP, il faut impérativement redonner du sens, de l'oxygène, de la lumière à l'entité service. Alors, les rémunérations, juste parce qu'elle est sur les rémunérations, c'est important. On a dit qu'on allait en. Juste maintenant, ça veut dire plus de parler. Responsabilité, plus de capacité à décider, plus de financement. Ça, c'est une vraie demande. Qui redescendent vers les services. Alors, la France c'est pas moi qui le dis, c'est une citation. La France est probablement le seul grand pays où les rémunérations des médecins et des paramédicaux sont fixées au niveau national avec une grande uniformité. C'est votre prédécesseur qui disait ça. Donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre pour récompenser, entre guillemets, pour inciter les uns ou les autres, augmenter. Il y a un directeur de l'hôpital d'Île-de-France qui me disait, moi, de toute façon, je n'engage plus un médecin à moins de 10 000 euros. Mais je lui dis, comment vous faites? Je trouve l'argent, etc. Alors, est-ce que vous avez des marges de manœuvre financières pour motiver, inciter, etc., les médecins et les soignants ou pas? Bon, la grille de rémunération, elle est nationale et chacun peut bricoler dans son coin en jouant sur quelques paramètres accessoires des rémunérations pour essayer de recruter tel ou tel. Enfin, vous bricolez pas? Par définition, jamais. Mais il y a évidemment toujours un sujet de rémunération. Comme moi, je n'ai pas ce levier entre les mains, je ne m'épuise pas à essayer de trouver une solution de ce côté-là. Parce que par ailleurs, je vois bien à quel point d'autres leviers de motivation peuvent être, je dirais, mobilisés. Et on en a parlé. Voilà. Donc, on a, par exemple, si on prend nos médecins, c'est intéressant. Quand on regarde aujourd'hui nos médecins, bien sûr que si on leur disait est-ce que vous souhaiteriez être mieux rémunérés, je vois à peu près la réponse que nous aurions. Mais ce qu'ils nous demandent par ailleurs, c'est de pouvoir fonctionner dans un système beaucoup plus simple, avec plus de responsabilités, et qu'on leur donne plus de temps. Et notamment, parce que nous sommes un CHU, plus de temps pour faire de la recherche. Et ce que je dis là n'est pas uniquement propre et spécifique à nos hospitalo-universitaires, nos praticiens hospitaliers, qui ont déjà un peu de temps qu'ils peuvent consacrer à la recherche, souhaiteraient le faire davantage. Donc on a quand même des leviers pour pouvoir un peu les mobiliser. Ce qui fait qu'un médecin aujourd'hui reste et s'engage à la PHP, c'est à la fois parce qu'il rejoint un hôpital d'excellence ou un service d'excellence et qu'il va pouvoir, au-delà du soin, être partie prenante d'une formidable aventure qui est le progrès médical. Et donc il faut puissamment investir sur ce levier qui est la vocation même de la PHP. Nicolas Revel, j'ai deux questions précises. Referez-vous des campagnes européennes, comme ça avait été pour recruter des infirmiers, comme ça avait été fait, je crois, dans les années 2000? Et deuxième question, alors que il faut reconnaître que la crise, ça vous l'avez évoqué, la crise de recrutement des infirmiers n'est pas uniquement française. On voit qu'en Espagne, il y a des grands mouvements actuellement. Donc, est-ce que vous referez ça? Est-ce que c'est une option que vous avez? Et la seconde chose, c'est quand même l'intérim médical également. Quelle est votre situation? On en parle, ça devient même, dans le fond, extrêmement agité dans le débat politique. Alors, réponse à la première question, on regarde évidemment s'il y a des pays, et effectivement plutôt au sein de l'Union européenne, où des jeunes infirmières ou infirmiers sortis de leurs écoles seraient intéressés. Et on a effectivement, notamment un petit peu sur l'Espagne et beaucoup sur le Portugal, enfin beaucoup, ça reste quelques unités, voilà, des dialogues qui permettent à un moment donné de recruter quelques professionnels chaque année, mais nous sommes très loin de ce qu'a été le flux de recrutement massif du début des années 2000 dans les conditions que vous connaissez, puisque c'était les 35 heures et un besoin de recrutement très fort. Bon. Ça, c'était la première question. Et la seconde question, c'est l'intérim. Et sur l'intérim, médical. Oui, nous sommes très dépendants de l'intérim. Ça a toujours été le cas, ça l'est encore un peu plus. Et là, un petit peu médecin, beaucoup là encore paramédical. Intérim très coûteux ou pas? Oui, forcément très coûteux, plus coûteux que ne le sont évidemment la rémunération des titulaires. Et il faut bien se rendre compte à quel point c'est un système totalement délétère, dont nous sommes prisonniers, qui à la fois, c'est pas tant que ça nous coûte cher, même si c'est toujours, voilà, lorsque c'est coûteux, on peut toujours s'en plaindre, mais c'est surtout qu'on a introduit une forme de poison au sein des équipes. Parce que l'histoire, telle que je peux vous la raconter, c'est une professionnelle dans un service qui va nous quitter pour aller faire de l'intérim, elle en a le droit, elle revient potentiellement dans le même service, quelques semaines ou mois plus tard, un peu mieux rémunérée, c'est pas la folie, mais un peu mieux rémunérée, et surtout totalement libre de ses horaires. Oui, donc elle vient travailler, quand elle souhaite travailler, attendez, j'ajoute, et quand elle vient travailler, c'est le reste de l'équipe qui va s'ajuster, parce qu'elle dit, moi je viens travailler à tel endroit, dans tel service,
Et si à un moment donné, on a besoin de faire bouger l'organisation, c'est une infirmière titulaire qui va changer d'affectation pour pouvoir aller combler. Alors François Braun, Oui, le supprimer les excès de l'intérim. Il a raison. Mi-2023. Il y a une mesure qui, je crois, est importante. Non, les excès de l'intérim, on adorerait les limiter totalement. On va faire quelque chose qui, je pense, ne résout pas tout, mais qui est une mesure de salubrité publique, c'est d'interdire l'exercice en intérim pour les tout jeunes diplômés. C'est qu'on ne puisse pas commencer dans le métier par de l'intérim. De même que vous savez qu'on ne peut pas, en sortant d'IFSI, s'installer en libéral dans les 2 premières années. Bon, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on considère qu'il faut que, même fraîchement diplômé, il faut aller dans un service, dans un établissement, dans une équipe, dans une forme de logique de complément de formation. Ça n'est pas une petite peine pour les jeunes, ça, contre les jeunes, non ? Je pense que c'est vraiment... Les jeunes médecins se plaignent beaucoup qu'on les vise. Non, mais c'est pas ici les jeunes médecins, ça va concerner en fait l'ensemble des professionnels. Jeunes, c'est jusqu'à 5 ans d'exercice. Ils n'ont pas fixé la durée. Pour les libéraux, l'exercice en libéral, c'est 2 ans. D'accord. Voilà. Donc au moins, ça veut dire qu'on commence en travaillant dans un service. Philippe, ça n'empêchera pas des professionnels de partir au-delà des 2 ans. Mais avec qui vous travaillez, voulez-vous poser comme question, Pascal? Avant de passer à la suite, vous avez dit que les médecins, que l'attractivité pour les médecins était restée quand même forte à la PHP. Est-ce que c'est si vrai ? Enfin, ça reste aujourd'hui vrai. Parce que nous, on nous dit qu'il y a pas mal de médecins qui partent, notamment de PUPH, qui partent dans le privé, etc. C'est pas catastrophique. Vous avez raison de dire, on a eu le départ d'une équipe de Beaujon vers une clinique de l'Ouest parisien en chirurgie. On a un départ à la Pitié en chirurgie orthopédique récent. Donc tout ceci existe, mais nous ne sommes pas aujourd'hui dans un flux de départ, je dirais, massif. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je ne m'en préoccupe pas. Je pense que chaque fois qu'il y a un départ, et moi je l'ai fait avec l'équipe de Beaujon, c'est de comprendre pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qui les a amenés à cette décision, parce que c'est évidemment toujours une forme d'échec. Oui, sur les conseils de Philippe, je vais vous poser 1 ou 2 questions un petit peu plus politiques. À la PHP, avec qui vous travaillez quand on est DG de la PHP, que l'on a été, comme vous l'avez été, comme je l'ai dit, à l'Élysée, puis à Matignon, etc. À la mairie. Qui fixe vos objectifs ? Le président de la République, le Premier ministre, le ministère, le ministre de la Santé, l'agence régionale de santé. Attendez, ça va venir. Non, attendez la fin. Bercy, est-ce que c'est Bercy ? Ou est-ce que c'est une mairie de Paris très fragilisée ? Avec qui vous travaillez, je n'ai pas dit avec qui vous allez, où vous allez chercher vos La mairie de Paris, c'est quand même le président du conseil. Quand même. La maire de Paris est la présidente du conseil de surveillance. Alors, comment ça se passe quand on est patron de la PHP ? On travaille avec beaucoup de monde. Ouais, et alors comment ? Et on travaille au quotidien. La question, c'était comment ? On travaille au quotidien avec la directrice de l'agence régionale de santé. Qu'on n'en voit pas beaucoup. Et qui est une interlocutrice de grande qualité, que je connais depuis longtemps, et qui est une directrice remarquable, et avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et ensuite, on travaille évidemment avec le ministère. Et puis, si on a qui est un homme remarquable aussi. Et avec le ministre, ses équipes. Et ensuite, si on a des problèmes plus compliqués, on les évoque dans un cas d'un fonctionnement normal. Est-ce que vous avez des objectifs ? Est-ce que vous avez des objectifs fixés et par qui ? Le gouvernement, forcément, en me nommant... vous a donné une lettre de mission. Il ne m'a pas signé une lettre de mission, mais enfin, le mandat qui est le mien, c'est de repartir les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. On a une crise RH, on a des lits fermés, on a une situation financière, on va y arriver, qui est très préoccupante. On a toujours et on a Nicolas, un collectif, une communauté d'hommes et de femmes qui sont dans une forme de doute et qui aspirent à une forme de rebond. Donc moi, ma ligne, elle est relativement claire, c'est d'essayer de progresser sur ces différents plans qui font un peu système. On a toujours dit que la PHP, c'était en santé, l'État dans l'État. C'est plus de votre temps. Vous savez, moi, je ne me pose pas ces questions-là. Alors, vos PHP, relations avec... c'est 38 établissements ou 39, comme je vous l'ai dit, 100 000 personnes qu'il faut essayer de faire repartir de l'avant. Vos relations avec les syndicats, alors maintenant, là, vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, les relations avec les syndicats, avec les médecins de ville, comment ça se passe ? Avec quels syndicats ? Les syndicats de la PHP. Ah, de la PHP. Les syndicats qui font des communiqués très rudes de temps en temps. Oui, mais c'est normal. Et d'ailleurs, il y a des élections professionnelles qui se tiennent début décembre. Et vous voyez, par exemple, je reviens sur ce que vous disiez au début. J'ai, en effet, au bout de 2 mois, mi-septembre, j'ai posé un document avec 30 pistes d'action. Bon.
Ce document, il ne vaut pas plan d'action. C'est un document que j'ai soumis en interne en disant, voilà, moi je vois ces 30 pistes d'action et ce sont des pistes un peu documentées et j'interroge les uns les autres, dire est-ce que ce sont les bonnes pistes? Et par ailleurs, sur chacune des pistes, je pose des questions sur comment on peut les mettre en œuvre. Bon. Et j'ai indiqué, on se donne maintenant 2 mois avec un temps de concertation, un temps de travail collectif, et ces 2 mois vont arriver, puisqu'on devrait y être. Non, on y est, c'est le 15 novembre. Non, mais ce sera début décembre. D'accord. Pour le plan. Très bien. Pour qu'il y ait en gros un plan d'action très précis, très concret, parce que moi je veux être dans le concret. C'est souvent un plan pour 12 mois en plus, sur une durée limitée. 12 mois, il y a des actions qui s'étendront sur une durée plus longue, mais en étant extrêmement précis sur le mode opératoire, sur le suivi, parce qu'il faut être vraiment dans la capacité à avoir de l'impact concret dans la vie des équipes et des services. Bon. Et puis si ça ne marche pas, on le regarde, on le suit, on le corrige. Bon. Mais sur ces 2 mois de travail, moi je travaille avec les syndicats. Je reviens aux syndicats. J'ai proposé aux 4 syndicats de dire qui veut travailler sur le contenu. J'en ai 2 sur 4 qui ont souhaité le faire et j'ai des réunions hebdomadaires. Et les deux autres non? Les autres n'ont pas souhaité le faire. Et parce que ce clivage était lié au fait que 2 des 4 s'étaient associés à une démarche que Martin Hirsch avait engagée il y a 2 ans sur un projet social. Donc on est resté sur cette dynamique. Et donc je travaille très étroitement avec eux. Et avec le corps médical et avec la CME, pareil, etc. Mais justement, c'était ma question, Pascal, sur la gouvernance, justement, et avec le corps médical. Parce qu'on oppose toujours le DG aux médecins. Est-ce que ça se passe bien? Et puis la question de fond sur la gouvernance, il y a des hôpitaux où ça marche très bien. On donne toujours en exemple le CH de Valenciennes. Le Sénat a été ébouriffé par le CH de Valenciennes. Il y a aussi Biarritz, pas Biarritz, mais Béziers. Plusieurs CHU. Plusieurs CHU, il y en a où ça marche bien, où les gens sont contents, où il n'y a pas de problème d'attractivité, il n'y a pas de problème financier. Comment vous expliquez ça? C'est un problème de directeur général? C'est une histoire? Non, mais vous arrivez, donc non, mais d'abord, vous avez des établissements de plus ou moins grande taille. Oui. Non, bien sûr, c'est pas. Quand vous avez 38 établissements ou un seul, c'est pas tout à fait la même chose. Quand vous êtes un CHU ou un CH, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis après, il y a des histoires singulières liées à tel ou tel hôpital. Valenciennes, c'est une histoire très particulière. Ça s'est construit sur une quinzaine ou une vingtaine d'années. Pourquoi c'est pas reproduit? On ne comprend pas pourquoi il y a des hôpitaux qui n'y arrivent pas, alors que Valenciennes y arrive et responsabilise. Oui, mais enfin, quand vous regardez très près ce qui s'est fait à Valenciennes, ça a été, je dirais, un moment et un contexte où vous aviez une communauté médicale qui a souhaité, qui a fait le choix de se saisir des leviers économiques. Absolument. Qui a souhaité le faire en se structurant par pôle et non pas à la maille du service, et de fonctionner dans une logique T2A totalement assumée et affirmée, et en allant au bout de la prise de responsabilité. Bon. Je pense que c'est un modèle intéressant. Je ne crois pas qu'il soit aujourd'hui transposable à la PHP ou dans d'autres grands CHU. Et DG médecin, comment ça se passe avec le président de CME ici? Non, mais encore une fois, c'est un dialogue permanent. Et quand je travaille, puisque moi, c'est quand même beaucoup mon sujet depuis que je suis arrivé, c'est de bien poser une forme de diagnostic partagé, d'essayer d'identifier sur quoi on peut faire levier pour avoir de l'impact très vite. Parce que quand vous voulez remonter une pente, qui est aussi raide soit-elle, il ne faut pas partir dans des grands plans, des grandes réorganisations. Il faut essayer de comprendre où sont aujourd'hui les difficultés ressenties dans les équipes et d'essayer de multiplier des actions à impact le plus rapide possible pour montrer à tous et à toutes que voilà, ça bouge, ça change. Et on peut essayer de reconstruire une Pascal. Juste avant. Donc ça, je ne construis pas tout seul dans mon bureau. On imaginait. Bon, donc je le fais en associant très étroitement la communauté donc médicale. Plutôt pragmatisme, pas grand plan, encore que on peut s'imaginer effectivement que vous changiez cette structuration que l'on a avec des GHU, des grands pôles à Paris. Deuxièmement, c'est quand même toutes vos relations avec la médecine de ville, avec les centres de lutte contre le cancer, par exemple, et d'autres structures privées également à but non lucratif. À Paris, c'est tout ça. Il faut distinguer bien les deux. Il faut distinguer l'interne et l'externe. Oui. Maintenant, je parlais de l'externe. Là, oui. Avec les acteurs... Enfin, vous pouvez revenir sur l'interne. Vous êtes libre. Je fais ce que vous voulez. Mais juste un mot sur l'interne. C'est nos questions, c'est vos réponses. Bon. C'est vrai qu'on a, à Paris, sur la PHP, une structuration où on a un siège, des GHU, 6. Avant, il y en avait 12, on est passé à 6. Des établissements, 38. Bon, ça va bouger. Et puis, on a des 38 établissements, non.
Ah voilà, mais attendez. Moi, je vais vous la poser, la question. Les pôles et les services. Bon, donc ça fait 5 couches. Bon, et donc le premier réflexe qu'on peut se dire, c'est j'arrive, 5 c'est trop, je vais en virer une. C'est pas si simple. Voilà. On va pas virer les services. On va pas supprimer les établissements. On va pas supprimer les hôpitaux. Très bien. On va pas supprimer le siège, parce que ça, c'est comme j'y suis, j'ai pris cette décision d'emblée. Bon. Mais vous avez déménagé. Déménagé. Oui, d'accord. Bon. Et après, donc, la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir des GHU et des pôles que chez nous, on appelle des DMU. Bon. D'aucuns nous disent qu'il faut supprimer ces 2 mailles intermédiaires, dans lesquelles, en effet, spontanément, un professionnel de la paix, il s'identifie par son service, son hôpital, et je suis à la paix. Il ne va jamais dire je suis dans le pôle ou le DMU quelque chose, ou je suis dans le GHU machin. Bon. Donc on pourrait se dire la bonne solution, c'est de... Voilà. Moi, je ne crois pas à ça, en fait. Je pense que si on veut faire de la déconcentration au sein de la paix, le directeur général de la paix, il ne peut pas travailler uniquement avec directement 38 établissements. Il a besoin d'avoir une maille intermédiaire. Mais il y avait déjà je pense que les services... groupes, quand même. Et je pense, il y avait 12, on est passé à 6. Et je pense que par ailleurs, il y a des choses, je vais revenir, sur lesquelles il faut réinvestir le service. Il y a des choses que les services tout seuls ne peuvent pas complètement faire. Et si on s'y prend bien, des services un peu regroupés dans un échelon de coordination, c'est intéressant. Mais une fois que j'ai posé ça, je ne théorise pas le statu quo. Ce que j'engage et ce que je vais engager dans les prochaines semaines, c'est de m'attaquer à ce qui est aujourd'hui, pour moi, un peu une boîte noire à la paix, qui est le qui décide de quoi. Bon. Et je pense en réalité qu'en repartant d'une interrogation que je vais faire dans les prochaines semaines, début décembre, des 800 services de la paix, en disant dites-nous les 10-15 décisions concrètes qui font votre quotidien et sur lesquelles vous considérez aujourd'hui que ça ne marche pas. Le recrutement en particulier. Exactement, que ça pourrait redescendre sur vous, ou si ça ne peut pas complètement redescendre sous votre responsabilité, il faut qu'on puisse simplifier, accélérer la prise de décision, ce qui aujourd'hui est un vrai challenge. Bon. Et donc on va reprendre les choses de manière très concrète et on va redescendre de la décision vers les équipes. D'accord. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Pascal, vous voulez vous poser une question sur le financement. Oui, sur le financement, mais quand même, je me demandais si on n'évacuait pas, si vous n'évacuiez pas, la question de la taille un peu rapidement, parce qu'on a quand même très longtemps dit ici, dans le public, il y a plein d'experts qui nous ont dit mais la paix c'est ingérable, c'est beaucoup trop grand, 38 établissements. Et là vous nous dites non, ça je bouge pas, 38 établissements. Non, ça pourrait être, on pourrait couper. Je pense que d'ailleurs si quelqu'un a annoncé qu'il y aurait 3 AP à Paris, alors question. Avant le financement. Je pense que le sujet, c'est pas de se dire qu'on va sauver la paix en faisant 3 AP ou 4 AP. Ça restera toujours d'énormes chutes. Ce qui compte, c'est de travailler en profondeur sur comment ça marche concrètement. Et vous pouvez avoir 4 AP qui sont 4 AP à peu près aussi dysfonctionnels que ce que d'aucuns reprochent à la paix aujourd'hui. Oui, mais on sait en général que maintenant, c'est les gens ne veulent pas plus travailler dans de très 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 grandes entreprises. Oui, c'est difficile. Difficile à manager, difficile à supporter. Vous avez par exemple mentionné Béziers et Valenciennes. Béziers ou Valenciennes, qui sont des hôpitaux, je dirais, de petite taille, ça doit faire quoi, 300, 400, 500 lits. C'est pas 4 AP. C'est 38 AP. Bon. Donc à un moment donné, façon... si on doit à un moment donné, du coup, et c'est le cas des CHU, avoir des regroupements, et à l'échelle de Paris, je pense que c'est intéressant d'avoir une vision globale plutôt que d'avoir 4 AP qui se tirent la bourre, qui sont en concurrence les unes avec les autres. Je pense qu'il ne faut pas prendre le sujet comme ça. D'accord. Et il faut essayer de le prendre en repartant du terrain et pour recréer des conditions de fonctionnement pratiques et franchement, qui marchent mieux. Alors, si dans 2 ans, je n'y suis pas arrivé, on en reparle. Oui, mais c'est intéressant puisque vous arrivez, que vous avez cette vision générale, globale et nouvelle finalement de la maison. Les critiques, ça a été aussi le siège de la PHP, notamment les critiques des médecins, est beaucoup trop technocratique, beaucoup trop gros, inefficace, etc. Alors quel est votre diagnostic ? Mais pour le coup, ça c'est une réforme que mon prédécesseur Martin Hirsch a faite il y a 3-4 ans, dans une réforme qu'il a appelée la nouvelle APHP, qui a pas mal de dimensions, mais dont une d'elles a été de déconcentrer très largement beaucoup de décisions de gestion du siège vers ces 6 GHU. Oui. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Ça marche bien. Mon vrai sujet, c'est de redescendre
cette capacité à décider dans les services. dans les services. Oui. Le financement, Pascal ne veut Oui. pas vous poser la Si, question si, sur le financement, donc je vais la poser. 228, Dans quel état 228. financier vous avez trouvé la PHP Ouais. avec un déficit qui... allez, 228 millions contre, je crois, 184 l'année dernière, une nette dégradation. vas-y. Alors, Le dans quel retour à état et l'équilibre. quelles sont vos marges de manœuvre là En aussi. effet, vous avez raison. Quand je prends mes fonctions, quelques jours après, j'ai un conseil de surveillance où on passe ce budget rectificatif qui a revu à 228 millions d'euros le déficit 2022. Et ce déficit 2022, au moment où on le restabilise, embarque encore beaucoup, je dirais, d'inconnus. Bon, et donc les choses vont se préciser d'ici la fin de l'exercice. Enfin, on a des inconnus qui sont en train de se lever. Il y avait une question sur la compensation des charges liées à la vague Omicron du Covid début 2022. Une décision a été prise hier et annoncée par le ministre qui fait que les financements vont intervenir. Sur les 500 millions, vous allez avoir combien Mais pardon. annoncé hier? On verra, ça, on verra. Mais a priori, vous savez, la PHP, c'est 10%. Donc 50. Non, et un petit peu plus, parce que je pense que la vague Omicron a été peut-être un peu plus forte en Ile-de-France qu'ailleurs. Donc on essaiera de plaider cela. Bon. Mais enfin, on a eu quand même pas mal de facteurs qui ont fait que voilà, les choses ont été plus difficiles. Donc voilà, je pense que le déficit 2022 va être supérieur à 228 millions d'euros. Mais nous communiquerons quand les comptes seront arrêtés en fin d'exercice. Alors, quelle marge de manœuvre pour améliorer le financement? C'est la rentabilité, c'est la T2A, c'est le forfait. C'est d'abord quel levier je vous pense avez? que quand on est dans une situation comme celle de la paix, avec autant de lits fermés, une garantie de financement qui a finalement un peu masqué cette sous-activité pendant les années où la garantie de financement a existé, elle sera supprimée totalement ou selon des modalités à définir en 23. Donc moi, je m'attends à ce que 2023 soit une année plus difficile encore au plan financier pour la paix que 2022. Mais la T2A représente que 50% de vos financements. Donc l'activité oui, ne représente que peu, enfin que la moitié. C'est quand même beaucoup. Bon, donc moi, mon sujet, c'est, à côté du plan d'action que je suis en train de finaliser, c'est d'arrêter avec le ministère et les ministères une nouvelle trajectoire économique et financière de la paix. Parce qu'on va avoir en 2022 un déficit fort, il sera encore plus fort en 2023. Donc maintenant, c'est comment on reconstruit une trajectoire économique qui, à la fois, nous permette, à l'échéance de cette trajectoire, à mon sens, 4 à 5 ans, de revenir à l'équilibre, parce que je pense que ça va Donc c'est le prendre un peu développement de temps, l'activité, votre et de créer en effet, les conditions d'un retour à de l'activité, parce que je pense que c'est fondamentalement en remettant du vent dans les voiles. C'est logique. Et en ayant un bateau qui repart de l'avant qu'on va s'en sortir. Pour un Breton, ça doit marcher. Même si par ailleurs, on a évidemment, et du coup de remettre de l'activité va permettre aussi de remobiliser une communauté médicale sur des enjeux d'efficience, de performance sur lesquels on doit aussi faire mieux. Alors les Français, qu'est-ce qu'ils pensent du système de santé et qu'est-ce qu'ils pensent de l'hôpital en général? Odile Peixoto, donc notre sondage habituel exclusif pour les contrepoints de la santé. Odile? Oui, donc déjà je m'excuse parce que c'est bien un sondage auprès de l'ensemble des Français et non pas de la population francilienne. Néanmoins, on a pu observer que les écarts de résultats que je vais vous présenter entre les franciliens et le reste de la population ne sont pas significatifs. Donc voilà, c'est des résultats que vous pouvez quand même entendre. Donc sur la cote de confiance du gouvernement en matière de santé, eh bien, ça remonte un tout petit peu, mais il faut dire qu'en juin 2022, on avait atteint quand même un plancher à 27% et ça remonte à 31%, ce qui reste quand même parmi les scores assez faibles enregistrés depuis décembre 2017. Un petit sujet d'actualité, on a interrogé donc les Français sur cette épidémie de bronchiolite. Selon eux, pourquoi il y a cette virulence, puisqu'on voit à quel point cette épidémie mobilise l'hôpital. Donc on a une partition en 3 groupes. Vous avez 39% des Français qui disent que c'est à cause des baisses des défenses immunitaires, parce que les petits ont été très protégés du fait des mesures anti-Covid et donc ils n'ont pas été suffisamment exposés. Et ça, c'est plutôt les jeunes parents, hein, les 25-34, de 39%, on passe à 49% qui pensent ça. Les seniors sont plutôt... Alors, on a 31% des Français qui pensent que c'est plutôt lié à la virulence du virus de cette année.
Et ça, c'est plutôt le point de vue des seniors. Et puis, dernier point, 30%, donc quand même des résultats assez équilibrés, qui sont la cause viendrait du manque de mesures de prévention des personnes en contact avec les nourrissons, port du masque, lavage des mains, etc. Donc, Odile, les Français ne savent pas très bien, en fait. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ce ne serait pas multifactoriel, cette histoire Voilà. de bronchiolite? Personne ne le sait. Et les Français se divisent, effectivement, comme tout ce qu'on entend sur le sujet. Alors, revenons maintenant à notre sujet sur l'hôpital. Nous avons, en fait... attendez, j'ai perdu mes papiers. Voilà. En termes de nombre de déficits en matière de rendez-vous, c'est-à-dire les fameux déserts médicaux, l'hôpital public, finalement, nous avons 34% des Français qui déclarent avoir eu des difficultés pour prendre rendez-vous avec l'hôpital public. Ça fait 46% des personnes concernées, puisque tout le monde n'a pas à aller à l'hôpital. Donc, et finalement, ce 34% est assez proche des difficultés que les Français ont à aller avoir un rendez-vous avec leur médecin généraliste. On est à 37%, 39% des personnes concernées. Les difficultés sont particulièrement accrues pour avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste. On est à 54% et ça fait 61% des personnes concernées. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que l'hôpital public. Et par contre, on a plus de facilité à avoir des rendez-vous dans une clinique privée, puisque là, on est à 31% des personnes concernées. Et avoir un rendez-vous avec un infirmier aussi, ça n'est pas un problème. Et on voit que ces difficultés ont tendance plutôt à s'accroître. Elles sont stables depuis janvier dernier, mais elles ont augmenté depuis février dernier. Les Français sont globalement satisfaits pour 71% d'entre eux de leur dernier séjour dans un hôpital, dans un établissement hospitalier. La situation est stable par rapport à janvier 2020. Donc, on a 29% d'insatisfaits. On a un petit signal d'alerte quand même, parce que le pourcentage de très satisfaits est passé de 25% en 2020 à 17% en 2022, là, maintenant. Si on rentre dans les fameux leviers, alors le point de vue des Français qui ne sont pas des experts, mais c'est assez... je suis toujours très étonnée de la sagacité, de la pertinence de nos concitoyens qui ont toujours des réponses, je trouve, assez qui corroborent tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Les solutions possibles pour améliorer l'hôpital, donc on les exposait à 8 possibilités. En écrasante majorité, 72% des Français disent en premier, il faut plus de personnel soignant. Et vous avez même 54%, un Français sur deux, qui citent ça en premier. Donc le manque de personnel est vraiment quelque chose de tout à fait visible et les Français en ont tout à fait conscience. Deuxième levier, c'est plus de qualité de vie au travail. On en a beaucoup parlé, donc ça ressort aussi dans l'opinion. Troisième levier, meilleure coordination entre la ville et l'hôpital, 21%. Et meilleure coordination d'ailleurs entre les établissements de santé, dont on a parlé à l'instant, 16%. Finalement, les équipements, plus d'équipements, c'est 18%. Et les outils numériques, c'est assez intéressant. Les outils numériques sont vraiment en queue de peloton. C'est-à-dire vous avez 8% des Français qui citent les outils numériques dans les établissements pour améliorer les choses, ou plus d'outils numériques aussi pour suivre le patient à domicile, cités par 7%. Donc cette e-santé, c'est un levier, mais c'est un petit pansement par rapport aux autres leviers possibles. Et la prévention, quand même, qui sort aussi à 18%, donc au même niveau que les équipements ayant reculé depuis janvier 2022. Donc ça, c'est les leviers pour les dispositifs. En ce qui concerne les soignants, et j'en terminerai par là, de quoi ont besoin les soignants, selon les Français, bien sûr. Alors, on a évidemment les salaires, plus d'argent, 36%, mais c'est loin d'être le premier levier, comme ça a été souligné. Le premier levier cité par les Français, c'est plus de temps pour s'occuper des patients. 59%, c'est cité en premier par 39% des Français. Plus de reconnaissance, 35%. Meilleure organisation du travail, on est au cœur du réacteur là, de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, 32%. Donc voilà, ça c'est les 4 vraiment principaux leviers du point de vue des Français. Merci Odile. Réaction, Nicolas?
Enfin, je pense que c'est assez conforme, donc j'ai pas de... 30% des Français ne sont pas contents de leur séjour à l'hôpital, on peut le voir en négatif. 71% sont satisfaits. À la PHP, vous faites des tests comme ça? Oui, absolument. On a une enquête de satisfaction systématique pour toutes les personnes qui sont reçues en consultation ou un séjour hospitalier. Et on a des résultats qui sont très supérieurs à ce 70%. Et vous les répercutez vers les personnels? Probablement insuffisamment. Mais c'est tout le paradoxe. Hein. Quand on parle, comme je vous disais, en arrivant en juillet à la communauté médicale, quand on parle de l'AP dans les journaux, c'est toujours sous un angle, je dirais, de l'ordre des difficultés, des doutes, et une forme de crise et de sinistrose. Pas que, il y a quand même une grande admiration pour... Mais quand on interroge celles et ceux qui passent entre les mains des médecins et des équipes soignantes de la PHP, c'est quand même, je n'ai pas de chiffre, enfin 9 fois sur 10, c'est plutôt pour entendre des compliments sur la qualité de la prise en charge à tout point de vue. C'est pas parfait, évidemment. Enfin, c'est quand même ça aussi, et je pense que c'est important de le rappeler. C'est parce que toujours et encore. Est-ce que ce n'est pas parce que les Français attendent beaucoup de leur hôpital, et notamment d'ailleurs de la PHP? Enfin, c'est vrai que c'était quand même c'est un hôpital prestigieux, donc on est exigeant, parce qu'on s'imagine que l'on va être parfaitement bien accueilli, et il manque de la bienveillance. Enfin, il manque de la bienveillance. Non, c'est eux très variable. C'est les Français qui disent qu'il manque de bienveillance ou d'attention à leur égard. Exact, c'est qu'il manque, et c'est ce qui éprouve beaucoup d'équipes, du temps. Voilà, on revient sur le temps pour faire beaucoup de choses différentes. Est-ce que du temps dans votre feuille de route, est-ce que vous avez inclus l'innovation technologique, l'innovation organisationnelle, pharmaceutique, etc. Et est-ce que vous avez là encore les moyens de développer l'innovation et la recherche, en particulier avec les facultés? Alors, l'Hôtel-Dieu a lancé récemment son accélérateur de start-up spécialisé dans la santé numérique. Alors, l'Hôtel-Dieu, c'est un sujet difficile pour la PHP. Ça a coûté quelques postes à vos prédécesseurs. L'Hôtel-Dieu, c'est que le numérique. Qu'est-ce que devient l'Hôtel-Dieu? Et puis, sur l'innovation générale, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Alors, Hôtel-Dieu. Hôtel-Dieu, aujourd'hui, la situation d'Hôtel-Dieu qui donc remonte à loin, puisqu'en effet, en 2014, quand il y a un changement de directeur général, ça se joue en partie sur le sujet de l'Hôtel-Dieu. Et donc, moi, j'arrive quelques années plus tard, et le sujet de l'Hôtel-Dieu, vous connaissez l'Hôtel-Dieu, c'est une moitié du bâtiment qui est occupé par un hôpital de la PHP, et qui fait des choses remarquables. Sans lit, consultation seulement, non? Oui, c'est une vocation ambulatoire, mais on a besoin d'avoir une offre ambulatoire. Et donc c'est un bel, je dirais, c'était un beau projet de santé. Et puis une autre partie du bâtiment qui est aujourd'hui vide. Bon. Et donc le schéma prévoit que vienne, après avoir repositionné la partie hospitalière d'un côté d'une aile à l'autre, de pouvoir faire naître un projet partenarial dont, je dirais, le contenu principal va être un incubateur sur des start-up en santé, qui ne va pas être porté par la PHP, numérique, pas que numérique. Pas que numérique. Bon, et donc c'est à peu près 8000 ou 9000 mètres carrés, donc c'est un gros projet. Il y aura par ailleurs des logements, il y aura par ailleurs quelques commerces et un restaurant. Bon, mais quelle relation avec Paris Santé Campus, qui fait que du numérique, justement? Paris Santé Campus, c'est un autre endroit dans Paris, qui aura un hôtel d'entreprise. Ce qui va naître à l'Hôtel-Dieu me semble être complémentaire. Paris est une belle place, on a de la place pour deux, sachant qu'un hôtel d'entreprise et un incubateur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Reste, pour pouvoir faire avancer ce projet, à modifier le timing de cet accélérateur. Il faut d'abord faire des travaux pour repositionner l'hôpital, libérer une partie pour pouvoir justement accueillir cet incubateur dans un cadre privé qui nécessite une modification, une révision du plan local d'urbanisme de la ville de Paris. C'est compliqué, ça. Discutons avec la ville de Paris sur le calendrier de cette modification. Ouais, c'est peut-être lié, mais j'avais pensé que toute cette partie, c'était aussi un grand projet de santé publique, de prévention. Et d'autre part, et vous aviez... C'est un projet hospitalier qui demeure. D'accord, ça reste. Et qui reste. Vous avez créé, je crois, un centre de santé dans le 93. Est-ce que ça, il y aurait la PH? C'est vrai, je crois qu'il y a un centre médico-social que vous gérez dans le 93. On ne gère pas. Et pourquoi vous ne le feriez pas? Pourquoi pas? On va voir. On va être dans un partenariat avec la ville de Saint-Ouen, qui est dans le 93. Voilà. Mais c'est un centre de santé qui est porté par la ville de Saint-Ouen. C'est de cela. Très bien. Et donc là, on va plutôt amener nos médecins pour faire des consultations avancées dans diverses spécialités. Et ça ne pourrait pas se multiplier, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'hôpitaux qui veulent faire... C'est ce que fait l'ancien DGA de la PHP,
M. Crémieux à Marseille. Il développe des centres de santé de Marseille-Nord. Mais c'est une bonne idée. Après, pour reprendre sur votre question, je pense qu'on a plein de projets possibles pour la paix. Et on va évidemment essayer, parce que je pense que c'est ça qui va porter notre communauté médicale. Donc on va faire plein de choses. Et on va commencer par se concentrer, par essayer de se redresser sur nos fondamentaux. D'accord. Alors, les investissements, est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez assez d'argent pour investir? Alors, quand on regarde un petit peu, on est assez impressionné quand même. Il y a beaucoup d'investissements à la PHP. Le nouvel hôpital Nord, le nouveau Lariboisière, la clinique de l'hématologie à Cochin, nouvel équipement en imagerie et médecine nucléaire à Pompidou, le nouveau siège de la PHP. Alors, il y a beaucoup d'argent investi. Est-ce que ça ne cache pas d'autres difficultés par ailleurs? Comment vous gérez les dépenses courantes, je dirais, et puis ces investissements? Vous avez raison de dire qu'on est dans une phase de fort investissement à la paix, puisqu'on va être sur les 5 prochaines années autour de 3 milliards 600 millions d'investissements en cumulé, ce qui est un point haut. Je pense qu'on a besoin d'investir à la paix. Et si on investit autant, c'est probablement qu'il n'y a pas eu autant d'investissements qu'il en aurait fallu les années précédentes. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour régler les problèmes d'équilibre économique au cours des 5 prochaines années, la bonne idée serait de réduire ou de supprimer des investissements à la paix. Je ne porte pas ça. De même que pendant très longtemps, on essayait de tenir, de rétablir les équilibres économiques dans les hôpitaux en supprimant des emplois et des effectifs. Je ne porte pas ça non plus. Il va falloir faire autrement. Et donc maintenant, ces investissements, il faut en revanche qu'on arrive à trouver un bon équilibre entre ce qu'on appelle nous, ces opérations majeures, et puis l'investissement du quotidien. Exactement, c'est c'est ma question. On a besoin aussi de pouvoir, au-delà des grands objets qui vont naître, des services d'ici ou là, c'est aussi de pouvoir garder la capacité à financer à la fois des opérations, des mini-opérations à la fois immobilières. Est-ce que vous l'avez, cette capacité? C'était la question. Je l'ai, et tout l'objet de la négociation qu'on a sur la trajectoire économique des 5 prochaines années qui est en cours avec l'État, c'est de pouvoir la conserver. D'accord. Alors, question Renaud Degas. LinkedIn, les questions qui sont posées par les Français dans le monde entier. Oui, à propos de réseau, pour nos viewers, n'hésitez pas à partager l'émission. Ça profite à tout le monde, surtout qu'elles sont passionnantes. 2 questions. Une principale, vous avez fait du levier 30, donc le dernier, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc vous me voyez arriver. Est-ce que c'est un levier alibi ou est-ce que, comme certaines entreprises, vous songez quand même à faire de la RSE et de son volet développement durable un vrai levier, y compris pour le sens donné à l'exercice professionnel au sein de la PHP? Et j'ai une deuxième question. Là, on parle beaucoup forcément à PHP parce que vous êtes dans une certaine situation d'urgence. Mais quelle relation avec l'offre de ville allez-vous construire ou êtes-vous en train de construire également? Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a toujours plein de questions différentes. Mais c'est pour ça, c'est pas ici. Développement durable, oui, c'est un levier qu'on a, qui peut paraître un peu déconnecté de cette urgence qui caractérise la situation. Je pense que c'est important en termes de sens et de mobilisation des équipes. C'est important aussi en termes d'impact sur l'environnement, parce que voilà, nous avons aussi une responsabilité en tant que gros opérateur, 100 000 salariés. Et puis par ailleurs, il faut toujours le rappeler, on a aussi des enjeux économiques qui sont liés à pouvoir faire des économies d'énergie, moins consommer d'équipements à usage unique. Bon, et on a des chantiers mais considérables. Et moi, je suis frappé de voir à quel point les équipes s'engagent, se mobilisent. Et donc, dans le plan d'action, on aura des choses extrêmement concrètes qui vont se dérouler dans les prochains mois. Mais la performance énergétique de la PHP aujourd'hui n'est pas bonne. Je n'ai pas d'éléments. Est-ce qu'on peut la mesurer? Oui, enfin, on peut toujours mesurer, mais après, moi, j'ai pas enfin, je pense que ça existe. Je n'ai pas le chiffre là à l'instant en tête. Je ne sais pas si elle est mauvaise. Je pense que les hôpitaux ont un bâti assez ancien. 2, on chauffe beaucoup dans nos locaux pour des raisons tout à fait légitimes. Bon, voilà. Donc forcément, je ne sais pas à quoi on se compare pour dire qu'on serait bon ou mauvais. Ce que je sais, c'est qu'on a évidemment des marges d'amélioration. On va essayer de les saisir. Et quant aux relations avec la médecine de ville ou avec, je dirais, la santé en ville, sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans des vies antérieures, oui, je pense qu'on a des marges considérables de progrès. Bon, il y a quelque chose qui est en train de bien marcher, c'est de pouvoir rendre disponible pour les médecins de ville les numéros auxquels il est possible de joindre nos médecins pour pouvoir rétablir des capacités de contact qui aujourd'hui n'étaient pas, enfin en tout cas récemment n'existaient plus ou très difficilement. Donc on a des médecins qui de plus en plus alimentent
cet outil qui est partagé avec leurs collègues de ville. Moi, je souhaite établir avec les CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé de Paris et de Petite Couronne, des relations les plus structurées possibles pour les aider à continuer leur maturité, leur croissance. CPTS, vous connaissez bien en tant qu'ancien directeur général de l'assurance maladie. Oui. J'avais négocié le premier accord sur les CPTS et j'étais à l'époque convaincu que c'était je dirais, une maille de coordination absolument décisive. Vous n'avez pas mis les moyens nécessaires, mais enfin, à part ça... On avait mis des moyens tout à fait... des premiers moyens tout à fait conséquents et tout à fait ça évolue bien, ça. Qu'on y revienne. Mais après, maintenant, moi, je suis convaincu qu'une CPS est formidable pour coordonner les acteurs de la ville entre eux. Mais les enjeux qui sont au cœur de leur mission, c'est bien sûr l'accès aux soins en ville, mais c'est aussi la bonne gestion des parcours. Et la bonne gestion des parcours, c'est fondamentalement quelque chose qui fait dialoguer la ville et l'hôpital. Alors justement, et donc il faut qu'on arrive à le faire. Et aujourd'hui, je vois des CPTS qui aujourd'hui ont à peu près maillé le territoire francilien, mais et c'est parfaitement légitime, ont besoin de temps et on doit les aider. SAS, justement, parce que tout ça, c'est relié. C'est pareil. Le service d'action aux soins, donc, et l'expérimentation qui a eu lieu cet été, lancée par le ministre actuel, François Braun, d'alliance, en fait, entre la médecine de ville et l'hôpital, le partage d'agenda. Est-ce qu'à Paris, ça marche? Ça reste à construire. Ça reste à construire. Aujourd'hui, vous avez au SAMU 75 un outil informatique qui permettrait, en effet, de pouvoir, je dirais, basculer des appels et des demandes de prise en charge vers un rendez-vous en ville, soit le jour même, soit le lendemain, mais ça se fait pas aujourd'hui. Après. Il faut qu'on arrive maintenant à alimenter ce dispositif avec des CPTS et des médecins de ville qui acceptent de pouvoir mettre à disposition du système des créneaux non programmés. Oui, les médecins disent qu'ils acceptent, mais qu'ils n'ont pas de contact du SAMU. Alors, le SAMU, c'est vous ou pas le SAMU 75? Oui, le SAMU 75, c'est la paix. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez alors non, pour développer ce SAS? Moi, j'ai rencontré les CPTS justement mi-août pour faire un point. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la balle soit fondamentalement dans notre camp. Voilà. Donc je pense qu'il y a un travail que les CPTS... Non, mais on ne s'attend pas, on discute beaucoup. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de parvenir à convaincre des médecins de pouvoir dire « Ok, j'identifie dans mon agenda de la journée 3-4 créneaux que je mets à disposition d'un système... » Mais ça marche dans d'autres régions. Oui, bah, très bien. Moi, je vous parle de Paris et de la Petite Couronne. Et je pense que c'est intellectuellement et sur le fond extrêmement important de réussir cela. C'est normal que ça prenne un petit peu de temps. C'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Et donc, l'un des enjeux des 12 prochains mois, ça va être aussi de progresser. Moi, je voudrais avoir un mot de votre part. Je sais que tout ça va très vite, mais c'est votre projet à la fois médical et votre projet, le projet de recherche de la PHP, mais c'est aussi les relations avec les centres de lutte contre le cancer. Ici, on a quand même à Paris 2 ou 3 importants, les cliniques privées, il y a quand même de très grandes cliniques, de belles cliniques, etc. Vos relations avec, et notamment également avec les universités. Vous avez 3 universités. Enfin, comment vous travaillez? Et c'est le projet médical, 4. Le projet médical, c'est-à-dire que demain, la PHP, c'est quoi? Elle va se spécialiser où? Dans quoi? Ça, c'est moi, je n'arrive pas en disant je suis nouveau DG de la paix, je vais expliquer à mes médecins ce qu'est le grand projet de la paix. Sur quoi. Bon. Donc, on va, dans ces 30 pistes d'action, il y a un élément qui, pour moi, est très important. C'est au premier semestre prochain, il faut qu'on clarifie en effet le projet médical de la paix. Voilà. Qu'on définisse sur quoi notre offre devra s'adapter dans les 3 à 5 ans. Voilà. C'est quand ça? Et ça, c'est un travail. C'est quand la discussion sur le projet médical? On va lancer les choses début février avec une mise de jeu que le siège va faire. 3 mois de travail dans les GHU et on rebouclera, on aura fini à l'été prochain. Mais alors, est-ce que c'est plutôt l'expertise forte à la PHP ou c'est les soins courants? Non, mais on a les deux. Et je pense que c'est toujours cet éternel débat de savoir si on peut faire vivre les deux et si la proximité, entre guillemets, ne vient pas nuire au développement de l'expertise et du surrecours. Nous sommes, entre guillemets, de par notre vocation de grand CHU et de seul grand opérateur hospitalier à Paris, nous avons vocation à assurer les deux. Et alors, justement, Pascal, sur ta question, c'est important. Merci. Comment vous voyez la complémentarité ou la concurrence? Comment organiser une concurrence? Il y a de la concurrence avec, évidemment. Mais c'est délétère dans la concurrence. Comment vous pouvez... Voilà, vous pensez qu'il ne faut pas de complémentarité? Je pense que là, pour le coup, c'est à l'Agence régionale de santé qui va, dans l'année, réviser son plan régional, de réfléchir à ce sujet des complémentarités. Vous défendez vos intérêts. Mais très logiquement, on essaie chacun de développer une offre
Et nous, le CHU, par définition, on prend tout le monde. Et donc, nous sommes publics. Et donc, nous avons vocation, je pense, à essayer de couvrir l'ensemble, je dirais, de l'éventail des prises en charge. Ça me paraît tout à fait normal et naturel. Après, là, on a besoin vraiment de travailler ensemble, et on le fait avec Curie et l'IGR, puisque ce sont les deux principaux CLCC de la région parisienne, c'est de mettre, je dirais, de travailler à des coopérations intelligentes sur des segments de prise en charge, à la fois sur du soin et sur de la recherche. Et avec le privé. Et on y travaille, les et on y travaille, puisque nous avons des partenariats qui sont aujourd'hui intéressants sur tout ce qui est génomique, tout ce qui va être demain. Et avec le privé, et avec le privé et le privé PSPH, qui est quand même assez représenté ici à Paris. On essaie de trouver alors, je n'ai pas fait le tour, mais j'en ai vu quelques-uns. On essaie de trouver. Chaque fois qu'il y a une coopération intelligente, équilibrée sur, je dirais, une spécialité quelconque. Moi, on arrive au terme. Oui, Pascal, mais on voit encore heure. Merci. Oui, ça on fait voit une heure. encore, ouais, alors, vrai. merci. Mais merci. attends, on voit encore des relations assez tendues avec les universités et les hôpitaux, les directions d'hôpitaux. Non, ici, ça fonctionne. À votre avis, je ne le sens pas comme diagnostic. ça depuis que je suis là. Bon, on se reverra. Et les doyens sont totalement embarqués. Ne serait-ce que, vous voyez, on a un directoire qui est l'instance de gouvernance de la paix. J'ai des directeurs, j'ai mes présidents de CME et j'ai les doyens. Et donc, on travaille tous ensemble. Merci Nicolas Revel. On vous sent très mobilisé, très motivé sur un poste très difficile. Est-ce que vous avez hésité quand on vous l'a demandé? Non. Non, vous ne voulez pas aller à la Cour des comptes, vous voulez... Non, c'est un ministre de la Santé. C'est un très bel... Non, on vous attendait comme ministre, mais vous ne voulez pas. Donc, ministre, ça ne vous intéresse pas, parce que bon... Non, mais c'est pas. La question ne se pose pas. Comment ça, moi, on vous la pose? Il y a une question qu'on m'a posée. C'est est-ce que vous voulez ou veux-tu prendre la direction générale de la PHP? Qui c'est qui vous l'a posé? Président? Pardonnez-moi, j'ai une règle d'hygiène de vie. C'est une règle qui est une règle d'hygiène de vie. Oui, voilà, oui, la nôtre, c'est d'essayer de vous d'avoir les petits secrets. Et même si la PHP, parce que c'est une belle maison, et même si c'est une maison qui ne va pas bien, ma réponse a été celle que je vous dis. Je suis très heureux et très fier qu'on me confie cette mission. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Rattel, Maxence et Philippe, à la veille des acteurs de la santé, à LDC et à Hortus. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. Et merci beaucoup, Philippe, sans langue de bois. Philippe, je voulais dire la chose suivante. Je lis. La santé à Paris et en Ile-de-France. Madame Nicole Borvo, je pense que sénateur communiste, je crois. 390 millions de déficit, 3000 lits fermés, délai de rendez-vous trop long, il faut un plan d'urgence. C'était quand ça? Le 8 octobre 2003. Il y a 20 ans, ça m'a... Eh ben, voilà, le plan d'urgence. Ah, dis donc, Philippe, qui est le docteur Kervili? Qui est le docteur C'est ton médecin traitant, Qui est le non docteur Kervili? Bon, alors le docteur Kervili disait il faut mâcher les aliments pour qu'ils deviennent comme une soupe. Voilà, bon, on est content. Comprendre qui pourra. Nathalie Sarraute. Merci Nicolas Revel, merci.